La chute de cheveux, c'est un sujet qui, je pense, préoccupe énormément de monde. Ah oui, c'est une de ces préoccupations quasi universelles. On la voit sur la brosse, dans la douche, et en fait, c'est rarement juste une question d'apparence, n'est-ce pas? C'est souvent un signal. C'est un excellent signal, oui. Un signe que quelque chose se passe à l'intérieur. Exactement. Et aujourd'hui, on va jouer un peu les détectives. On va plonger dans un ensemble de recherches assez denses pour remonter la piste des causes, hormones, stress, ou même des choses plus surprenantes, comme notre intestin. C'est une très bonne approche. Mais avant de commencer, je pense qu'un petit rappel est essentiel. Je vous écoute. Tout ce qu'on va dire ici, c'est à but informatif. On décrypte la science. Mais ça ne remplace absolument pas une consultation médicale. Bien sûr. Pour un vrai diagnostic, il faut voir un professionnel de santé. C'est vraiment la seule personne qui peut poser un diagnostic précis et sûr. C'est la règle d'or, absolument. Alors, notre plan d'enquête est simple. On va commencer par identifier les 3 grands types des chutes de cheveux. D'accord. Ensuite, on creusera les causes, surtout les carences. Puis, on explorera les solutions du côté des plantes, des compléments. On verra aussi des interventions plus physiques, on va dire. Mhm. Et on terminera en élargissant le cadre à tout notre mode de vie, le stress, le sommeil, pour conclure avec l'assiette. C'est parti. Alors, commençons par le début. On dit perte de cheveux, mais en réalité, les sources sont très claires. Il y a plusieurs façons de les perdre. Quelles sont les grandes distinctions? C'est le point de départ crucial, parce que chaque type a sa propre logique, sa propre signature. La plus fréquente, c'est l'alopécie androgénétique. C'est celle qu'on connaît le plus, j'imagine? La fameuse calvitie? C'est ça. Elle est liée à une prédisposition génétique et à une sensibilité des follicules à une hormone, la DHT. C'est un dérivé de la testostérone. D'accord. Et cette DHT, en gros, elle va agresser le follicule, le faire rétrécir cycle après cycle, jusqu'à ce qu'il ne produise plus qu'un petit duvet ou même plus rien du tout. C'est l'explication classique. Mais les recherches qu'on a consultées vont plus loin. J'ai lu un chiffre qui m'a marqué. Une chute de 60% de la pression en oxygène. C'est énorme. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas que hormonal. On sait maintenant que l'inflammation locale, une mauvaise microcirculation et ce qu'on appelle la fibrose jouent un rôle majeur. La microcirculation, ça veut dire que le sang arrive mal. C'est ça. Imaginez que les tout petits vaisseaux qui nourrissent la racine se bouchent. Le follicule est littéralement en apnée. En apnée, l'image est forte. Et cette fibrose, c'est quoi exactement? La fibrose, c'est un peu comme si le terrain autour de la racine, qui devrait être souple, devenait dur, compact. Comme du ciment. Le follicule est étranglé, il ne peut plus se nourrir. D'accord, donc une asphyxie lente, progressive. Mais il y a des chutes beaucoup plus brutales, non? Oui, et ça, c'est le deuxième grand type, l'effluvium télogène. Là, le scénario est complètement différent. C'est une chute soudaine, diffuse sur tout le crâne. Et qui arrive d'un coup? En général, 2 à 3 mois après un gros choc. Ça peut être un stress intense, une forte fièvre, une opération, un accouchement, ou même un régime trop sévère. Et qu'est-ce qui se passe? Le corps se met en mode urgence. Il appuie sur un bouton panique qui force des milliers de cheveux à entrer en même temps dans leur phase de repos. Et 3 mois plus tard, ils tombent tous ensemble. Ah d'accord, c'est un exode massif et synchronisé. Mais la bonne nouvelle, si j'ai bien lu, c'est que c'est souvent réversible, non? Oui, tout à fait. Parce que le follicule n'est pas mort, il est juste en pause. Si on élimine la cause du stress, le cycle peut repartir normalement. Et le troisième cas de figure, là on est presque dans un film d'espionnage, où le corps se trahit lui-même. C'est exactement ça. C'est l'apellade ou alopecia areata. C'est une maladie auto-immune. Notre propre système immunitaire se trompe et attaque les follicules pileux comme s'ils étaient des ennemis. D'où les plaques sans cheveux très localisées. Voilà. C'est comme si le follicule perdait son laissez-passer qui le rend normalement invisible aux défenses du corps. Et il se fait attaquer. C'est fascinant. 3 mécanismes vraiment différents. Si on se concentre sur les causes qui ne sont pas auto-immunes, parlons du carburant. Qu'est-ce qui se passe quand la nutrition n'est pas au rendez-vous? C'est une question centrale. Nos cheveux sont un reflet direct de notre état nutritionnel. Et certaines carences sont vraiment critiques. Comme le fer, j'imagine. On en entend souvent parler. Le fer, c'est le cas d'école. C'est lui qui livre l'oxygène à nos cellules, y compris celles du follicule, qui sont très gourmandes en énergie. Pas assez de fer, c'est pas assez d'oxygène. Le follicule tourne au ralenti. C'est un déclencheur majeur d'effluvium télogène. Donc la fatigue qu'on ressent quand on manque de fer,
nos cheveux la ressentent aussi. Alors manière, oui. Et une fois que l'oxygène est là, il faut des ouvriers pour construire le cheveu. Et là, on parle des vitamines B. Et la fameuse biotine. La biotine, la B7, oui, mais aussi la B9, la B12, elles sont toutes indispensables pour fabriquer la kératine, la protéine du cheveu. Il y a même une étude qui a montré plus de 10% d'augmentation de la densité capillaire avec un complexe de vitamine B. Et les matériaux de construction en eux-mêmes. Ce sont les acides aminés, surtout les soufrés comme la méthionine, la cystéine. Ce sont les briques de la kératine. Et puis on a le zinc, qui est un peu l'architecte, qui supervise le chantier. Et la vitamine D, qui est le régulateur du cycle de vie du cheveu. D'accord. Le tableau est plus clair. On a les causes. Et c'est là que ça devient passionnant, je trouve. C'est de voir comment la nature peut apporter des réponses qui sont maintenant validées par la science. Absolument. Et certaines données sont assez spectaculaires. Prenez l'huile de pépins de courge. Oui? Son mécanisme est très précis. Elle aide à bloquer l'enzyme qui produit cette fameuse DHT, la responsable de l'alopécie androgénétique. Et en termes de résultats? Une étude très sérieuse a montré une augmentation de 40% du nombre de cheveux en 24 semaines, contre seulement 10% dans le groupe placebo. 40%? C'est un chiffre qui interpelle. Ça paraît presque trop beau. C'est un chiffre impressionnant, oui. C'est une étude de référence souvent citée. Et ce n'est pas un cas isolé. Une autre plante, le Sao palmetto, ou palmiena, fonctionne un peu de la même manière. Ah oui? Oui, et les études rapportent des améliorations de densité de l'ordre de 20 à 35%, ce qui est déjà très significatif. Ce qui est fascinant, c'est de voir que des solutions naturelles ciblent les mêmes mécanismes que certains médicaments. C'est une convergence très parlante. Et ça ne s'arrête pas là. Parlons des huiles essentielles. Le romarin est un cas d'école. On l'utilise souvent dans les shampoings. Exactement. Et une étude de 2015 l'a comparé directement au minoxidil 2%, un traitement de référence. Et alors? Après 6 mois, l'augmentation du nombre de cheveux était similaire dans les deux groupes. Mais le gros avantage, c'est que le groupe romarin avait beaucoup moins de démangeaisons. Ce qui n'est pas un détail pour un traitement quotidien. Et la menthe poivrée, les chiffres sont encore plus fous. Oui, alors là, c'est sur un modèle animal, mais les résultats sont incroyables. 92% de croissance en 4 semaines. Le menthol qu'elle contient améliore la circulation sanguine locale, plus de sang, donc plus de nutriments. D'accord. Et pour des choses qu'on peut prendre par voie interne, comme le thé vert ou le curcuma. Ils ont tout à fait leur place. Le thé vert, avec son actif l'EGCG, peut aussi aider à moduler la DHT et il protège les cellules du follicule. Quant à la curcumine du curcuma, elle a une double action très intéressante. C'est-à-dire? Elle peut aussi agir sur la DHT, mais c'est surtout un anti-inflammatoire très puissant, ce qui la rend pertinente à la fois pour l'alopécie androgénétique et pour la pélade. Au-delà des plantes, il y a d'autres compléments et même des interventions plus physiques. L'un d'eux m'a surpris, la caféine. J'ai du mal à imaginer comment ça peut marcher. Non, il ne s'agit pas de se verser son café sur la tête. Je me doute. C'est de la caféine en application locale dans des lotions. Elle agit en stimulant le métabolisme des cellules à la base du follicule. Et une étude a conclu qu'une lotion à 0,2% n'était pas moins efficace que les minoxidil 5%. C'est assez bluffant. Et les autres compléments? Oméga 3, collagène. Les oméga 3 sont fondamentaux pour leur côté anti-inflammatoire et les peptides de collagène, c'est comme si on livrait les briques déjà prêtes pour construire la kératine. Ça fournit directement les bons acides aminés. D'accord. Et si on passe aux techniques plus mécaniques? J'ai été frappé par les chiffres du micro-needling. Ils sont très parlants. Le principe, c'est de créer des micro-perforations dans le cuir chevelu. Ça déclenche une réaction de réparation qui libère des facteurs de croissance. Et l'étude de référence, elle dit quoi? Elle est sans appel. Le groupe qui utilisait un traitement seul a gagné en moyenne 22 cheveux par centimètre carré. Le groupe qui a combiné ce traitement avec le micro-needling en a gagné 91. 4 fois plus? C'est énorme. C'est colossal. Et dans la même veine, il y a la thérapie laser de bas niveau, la LLT. C'est une lumière rouge très spécifique qui va réveiller les cellules souches du follicule. Et puis le PRP, le plasma riche en plaquettes, où on utilise les propres facteurs de croissance du patient. D'accord. On a vu la génétique, les hormones, la nutrition, mais ce qui ressort de tout ça, c'est que nos cheveux sont vraiment un baromètre de notre santé globale. L'écosystème entier de notre corps a son mot à dire. C'est le point le plus important de tous. On ne peut pas isoler le cheveu. Prenez le stress par exemple.
Oui. Le stress chronique fait monter le cortisol. Et un excès de cortisol, ça force les follicules à passer en phase de repos. C'est une cause directe d'effluvium télogène. C'est donc vrai l'expression « s'arracher les cheveux de stress ». Le corps la prend au pied de la lettre? C'est exactement ça. Et c'est là que des plantes comme l'ashwagandha sont intéressantes. Une étude a montré qu'elle pouvait aider à réduire le cortisol de près de 28%. Et le sommeil. J'ai lu que nos cheveux avaient des gènes de l'horloge. Oui, nos follicules suivent nos rythmes circadiens. Le sommeil profond, c'est la grande phase de réparation. La mélatonine, l'hormone du sommeil, protège les follicules et prolonge leur phase de croissance. Un mauvais sommeil chronique, ça perturbe tout ça. Alors ça, quand j'ai lu cette partie, j'ai dû m'arrêter. L'idée qu'il y ait une ligne directe entre mon intestin et mes cheveux, ça semble contre-intuitif. C'est quoi cet axe intestin-cheveux? C'est un domaine de recherche qui explose. En gros, si votre barrière intestinale est fragile, des molécules inflammatoires passent dans le sang et créent une inflammation de bas grade dans tout le corps. Un brouillard inflammatoire. C'est une bonne image, oui. Et ce brouillard atteint le cuir chevelu et peut aggraver tous les types de chutes. Et à l'inverse, une étude a montré qu'une cure de probiotiques avait permis de réduire les plaques de pelade chez 56% des participants. C'est incroyable. On part d'un cheveu, on arrive à nos bactéries intestinales. Pour rendre ça très concret, si on voulait créer l'assiette parfaite pour ses cheveux, on y met quoi? On y mettrait des poissons gras comme le saumon ou les sardines pour les oméga 3, des légumes verts foncés comme les épinards pour le fer, des œufs pour les protéines et la biotine, Hmm. des noix, des graines pour le zinc et des avocats pour les bonnes graisses. Une assiette très colorée en fait. Et qu'est-ce qu'on doit absolument éviter? La plus grande mise en garde, c'est peut-être contre les régimes trop drastiques. Une perte de poids trop rapide, c'est un des déclencheurs les plus connus et les plus puissants des fluviums télogènes. On veut nourrir ses cheveux, pas les affamer. En résumé, ce qui ressort de tout ça, c'est la complexité du phénomène. C'est un puzzle géant avec la génétique, les hormones, la nutrition, l'inflammation, notre mode de vie. L'approche la plus logique, c'est d'être intégratif, d'agir sur plusieurs leviers à la fois. C'est tout à fait ça. Et j'ajouterais 2 mots-clés. Patience et réalisme. Le cycle du cheveu est long. La plupart de ces solutions naturelles demandent au moins 3 à 6 mois de régularité pour voir des résultats. Il n'y a pas de miracle en une semaine. Certainement pas. Et bien sûr, je le redis, consulter un professionnel reste la base pour avoir le bon diagnostic et un suivi personnalisé. Et je voudrais terminer avec une pensée qui m'est venue en lisant tout ça. On a vu que la santé de nos cheveux est liée à notre intestin, notre stress, notre sommeil. Ça soulève une question, je trouve. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le traitement du cheveu, le véritable enjeu ne serait-il pas de soigner l'écosystème entier